Durant ces années de guerre, comme je vous l'ai dit, j'ai fréquenté l'école publique de Matha. Après avoir été scolarisé à l'école maternelle, j'étais entré au cours préparatoire en octobre de l'année 1944. Malheureusement, à peine l'année commencée, je fis de nouveau une angine qui n'en finissait pas de guérir, et je manquai les 2 premiers mois d'école. Cette année-là, la méthode d'apprentissage de la lecture avait été totalement modifiée. Oubliez l'apprentissage de la lecture par la méthode syllabique. L'éducation nationale de l'époque avait imposé l'apprentissage par la méthode globale intégrale, méthode rapidement abandonnée et remplacée par la méthode d'apprentissage mixte, avec un départ global suivi d'un retour à la décomposition des mots en syllabes pour permettre aux élèves un apprentissage sérieux de l'orthographe. J'ai été une victime de cet apprentissage global. Lorsque je suis retourné en classe en décembre, j'avais accumulé un sérieux retard par rapport à mes petits camarades de classe. Ma mère, qui s'inquiétait de ce retard pris, demanda rendez-vous à Madame Fontenot, la maîtresse de la classe, et lui demanda si elle voulait bien me prendre en cours particulier après la classe pour me permettre de rattraper mon retard. Ce qui fut décidé. 3 semaines après cet entretien, ma mère fut à nouveau convoquée par Madame Fontenot. « C'est inutile, madame, que je continue à donner des cours particuliers à votre fils. Il a rattrapé ses petits camarades, il sait lire. » Ma mère fut très étonnée. Je continuai donc ma scolarité, et ce ne fut que l'année suivante que l'on s'aperçut de la conséquence de cet apprentissage trop rapide. J'avais bénéficié d'une particularité que j'ai pu vérifier par la suite. J'avais une mémoire visuelle particulièrement développée, et grâce à cette mémoire visuelle, j'avais retenu globalement les mots. Cela m'avait permis d'apprendre très rapidement à lire, trop rapidement, car je n'avais pas pu appréhender la structure des mots. L'année du cours préparatoire achevée, j'entrai au cours élémentaire première année. Mon père n'était toujours pas revenu de captivité. Un jour, que j'étais en classe, dans la matinée, M. Fontenot, le directeur du cours complémentaire et de l'école primaire, est entré dans la classe. Je le vis parler à voix basse à la maîtresse, puis il lui demanda de me laisser sortir. J'ignorais de quoi il s'agissait. M. Fontenot me dit « Tu vas m'accompagner chez ta tante Gisèle, ta maman souhaite te parler. » Ma tante Gisèle tenait un magasin de laine, dans le bourg, place Bel-Air, et c'est souvent que ma mère et moi, nous allions les voir, elle, son mari Élie, réformé de l'armée, et ses filles, mes cousines, Jocelyne, plus jeune que moi d'1 an, et sa petite sœur Claire-Lise de 2 ans, sa cadette. J'étais toute intimidée de suivre le directeur de l'école, et il ne m'avait rien dit de la raison qui m'avait fait quitter la classe et mes petits camarades. La maison de ma tante était une grande bâtisse frappée d'alignements. Elle avançait sur la rue, obligeant les personnes qui marchaient sur le trottoir à descendre sur la chaussée. Le trottoir à cet endroit avait disparu. Le magasin de laine faisait l'angle avec la place. Il était attenant à la salle à manger. On pouvait pénétrer dans le logement par une porte intérieure. Une autre porte dans la salle à manger donnait directement dans la rue, qui s'appelle aujourd'hui la rue André-Brugerolles. Cela était peu pratique. Le trottoir à cet endroit n'existait pas. M. Fontenot me fit entrer dans le magasin, et il fut accueilli par ma tante qui servait une cliente venue acheter des pelotes de laine. Ils échangèrent quelques mots, et ma tante Gisèle me dit « Suis-moi, ta maman t'attend ». La pièce unique qui servait à la fois de cuisine et de salle à manger était très grande. Au milieu de la pièce, un immense escalier central permettait de monter à l'étage, puis de cet étage à un immense grenier, où ma tante entreposait son stock de laine et les différents articles qu'elle vendait dans sa mercerie. Au pied de l'escalier, le long du mur, entre l'escalier et la porte qui donnait sur la rue,
Il y avait un grand canapé. En entrant dans la pièce, j'aperçus un militaire assis entre ma mère et mon oncle Élie. Je ne me rappelle plus qui me dit « Approche-toi, ce monsieur, c'est ton papa ». Ce fut un véritable choc. À cette époque, les photos étaient rares, petites et pas toujours de très bonne qualité. Je ne le reconnus pas. De plus, les habits militaires qu'il portait avaient souffert du long voyage et ils étaient plutôt froissés et sales. Je ne me souviens plus vraiment de ma réaction. Ce qui est sûr, c'est que j'étais quelque peu en état de sidération. Ce monsieur était un étranger pour moi. J'allais avoir besoin d'un certain temps pour me laisser apprivoiser. Ce jour-là, je ne suis pas retourné en classe. Arrivé à Saint-Héry, dans notre petit appartement, mon père sortit de son sac une plaquette de chocolat que les Américains avaient distribuée aux militaires français lors de leur libération pour qu'ils se nourrissent durant leur voyage de retour. Mon père me fit cadeau de cette plaquette de chocolat. Je n'avais jamais goûté de chocolat. Je me rappelle que les carrés étaient particulièrement gros et plus durs que les chocolats utilisés aujourd'hui en pâtisserie, mais je le trouvais excellent. Mon père se mit à nous expliquer les conditions de sa libération par les Russes. Il avait craint, un moment, d'être dirigé vers la Russie. Ce n'est qu'après bien des difficultés qu'un échange avait été possible avec d'autres prisonniers de l'Est détenus par les Américains et qu'il avait finalement pu rejoindre la France. Cela expliquait son arrivée tardive à Mata. Les craintes que ma mère avait eues à une époque étaient donc fondées et elle avait eu raison de s'inquiéter.